Salut Guillaume et Pauline. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pauline, tu enseignes l'histoire de la Rome antique à l'Université de La Réunion. Et toi, Guillaume, tu enseignes l'histoire contemporaine, notamment celle des 19 et 20e siècles à Sciences Po Toulouse. Alors, a priori, vos spécialités historiques sont assez éloignées, au moins dans le temps. Mais vous vous êtes retrouvés avec l'historienne spécialiste du 19e siècle, Mathilde Larère, et le médiéviste Florian Besson, pour écrire un livre sur le parc à thème du Puy du Fou. Ça s'appelle Le Puy du Faux, enquête sur un parc qui déforme l'histoire, et c'est aux éditions Les Arènes. Vous y décortiquez les mécanismes pernicieux ou évidents qui font du parc aux 2 millions de visiteurs annuels une fraude scientifique, mais aussi un problème politique, car c'est ça le cœur de l'entreprise de Philippe de Villiers, l'actuel soutien d'Éric Zemmour dans la campagne présidentielle et ancien député, ancien président du Conseil général de Vendée, où se situe le Puy du Fou et ancien beaucoup de choses liées à l'extrême droite qui est à l'origine de ce parc. Alors justement, c'est ma première question. Vous l'expliquez dans votre livre, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence fondamentale entre Disneyland et le Puy du Fou? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les animations présentées au Puy du Fou comme de simples performances pyro-artistico-animalo-techniques, mais qu'il faut les inscrire dans une entreprise politique de réécriture problématique de l'histoire, comme vous le dites dans votre livre? Peut-être, ouais, pour commencer, en fait, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup là dans les critiques sur le livre. Pourquoi pas faire un livre sur le parc Astérix, sur Disneyland Paris ou ce genre de choses. La grande différence, c'est la volonté affichée par Philippe de Villiers, qui a créé le parc, mais qui est encore l'auteur de tous les scénarios, de tous les spectacles. Donc il y a quand même un discours hyper cohérent. Et sa volonté affichée, c'est de faire de l'histoire. En tout cas, c'est la manière dont il présente, et surtout de réviser l'histoire. Il dit qu'il a créé la cinécénie en 1977 pour faire parler du génocide vendéen et donner sa vision du génocide vendéen. Donc je pense que l'idée fondamentale, créatrice du parc, c'est un discours politique sur l'histoire. Et donc quand on nous répond c'est du divertissement, ben non, c'est pas du divertissement, c'est affiché encore aujourd'hui. Et les grosses affiches dans le métro, l'histoire n'attend que vous, sont des affiches mensongères, c'est pas de l'histoire qu'on nous faut. Alors, dans Oui, tout… Vas-y, tu veux continuer, non, Vas-y, mais dans le vas-y. même ordre d'idée, moi je dirais même que ça se voit au niveau des produits qui sont vendus dans la boutique du parc, tout simplement. C'est-à-dire qu'au parc Astérix, je ne suis pas persuadé qu'on trouve des ouvrages sur l'histoire de la Gaule. Enfin, peut-être que si, en fait, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé, très honnêtement. Mais enfin, pour le coup, la librairie du parc regorge vraiment d'ouvrages écrits par Philippe de Villiers ou par des proches idéologiquement. Donc, il y a des manuels à destination des enfants, ce qui est quand même particulièrement gênant, qui regorge d'erreurs, comme on l'a d'ailleurs montré dans le livre. Donc, il y a vraiment quand même un discours historique qui est très différent d'un parc avec des finalités de pur divertissement. Je suis d'accord. Alors justement, là, tu dis que le problème, c'est que la vision de l'histoire regorge d'erreurs. C'est ce que tu viens de dire, Guillaume. Alors dans tout le livre, vous vous intéressez finalement à un concept passionnant qui est celui de vérité, ou plutôt de vrai. Or, le Puy du Fou, c'est précisément une entreprise, comme vous venez de le dire, de création d'une illusion du vrai qui serait un peu déconnectée de la vérité historique, qui reste une vérité dialectique, hein, vous l'expliquez en introduction de votre livre. Pour reprendre les catégories de Bruno Latour, plutôt que de parler de mensonges, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a plusieurs modes de vérité? Alors, il y a le mode de vérité qui est le vôtre, hein, en tant qu'universitaire et qu'historien, qui est celui de la méthode scientifique et universitaire. Et puis, il y a le mode de vérité de la politique et du spectaculaire du Puy du Fou. Est-ce qu'il faut forcément les opposer? Vas-y. Pour le coup, on le précise, on précise assez rapidement dans l'ouvrage que le but fondamental ne consiste pas à faire du fact-checking, qu'on n'est pas arrivé avec nos stylos rouges pour corriger la mauvaise copie d'un ou d'une mauvaise élève. C'était vraiment pas l'enjeu. On le fait à un endroit, c'est en l'occurrence Pauline qui s'y est attelée, en prenant un exemple d'un spectacle pour dire voilà ce qu'on pourrait dire si vraiment on voulait faire, une critique, disons scientifique, ou en tout cas une critique factuelle d'un spectacle. Mais effectivement, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, pour nous, c'était plus d'aller au-delà des erreurs factuelles du parc pour montrer tout ce qu'il charriait idéologiquement, ce qu'il chargeait en termes de représentation du passé aussi, en termes d'investissement du passé, en termes d'image du passé qui était renvoyé, le tout évidemment à des fins politiques. Donc effectivement, ça dépasse largement la question du vrai, du faux, du fait ou, voilà, ou de l'imaginaire. Alors, mais justement, qu'est-ce qu'il charrie idéologiquement? Pauline, tout à l'heure, tu as dit que
Philippe de Villiers, en fait, au départ, ce qu'il voulait, c'était un peu réparer l'affront du soi-disant génocide vendéen, génocide qui n'en est pas un, hein, vous le rappelez dans le livre. Est-ce qu'il y a que ça, en fait, qu'il veut dire? Non, ça va largement au-delà. Qu'est-ce que c'est cette entreprise idéologique dont vous parlez? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où il a créé un parc à thème, donc à partir de 1989, il a créé des spectacles qui sont très très larges dans le temps, puisque le plus ancien, ça remonte à une antiquité qui est autour du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, et la fin de la Cinécénie tourne sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est sur une histoire de près de 2000 ans de long. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce temps très très long, ce qui ne bouge pas, ce sont des valeurs qui sont présentées comme les valeurs à la base de la France, à la base de la société française, c'est-à-dire des valeurs chrétiennes, d'une France rurale immuable, où les petits paysans restent toujours à leur place, où les valeurs sont extrêmement aristocratiques, tout ce qui est mis en avant est toujours très, très aristocratique, et surtout une société qui ne bouge pas, qui ne veut pas bouger, et qui est très anti-républicaine. Dès qu'on s'approche de la période républicaine, dès qu'on tourne sur la fin de la monarchie, on tape bien fort sur la République, son administration, etc. Donc en fait, c'est assez intéressant parce qu'il a très largement élargi le propos historique, mais il n'a jamais changé de discours. Le discours est toujours le même, c'est très local. Tout est très ancré en Vendée, à la limite en France, mais vraiment très très local. Et c'est très chrétien, quoi. C'est la France chrétienne immuable, qui serait la France de nos racines, quoi. Alors, le problème, tu n'as pas utilisé le mot, Pauline, mais vous l'utilisez dans le livre, c'est l'inscription, en fait, de cette histoire fantasmée du Puy du Fou dans celle du roman national. C'est quoi exactement le roman national et comment le Puy du Fou s'inscrit, en fait, dans cette histoire du roman national, puisqu'il commence à avoir une histoire du roman national maintenant depuis plusieurs années, voire plusieurs centaines d'années. Oui, c'est même plus long, enfin plusieurs centaines, Oui, c'est. Ça fait une centaine d'années qu'on commence à penser le roman national. Ouais, voilà. Disons si on considère vraiment que, enfin, on a tendance à associer traditionnellement le roman national à la Troisième République, avec le discours de responsabilité politique et éducative comme Ernest Lavis, avec son fameux manuel, hein, les petits Lavis, qui propose une vision relativement fantasmée, surtout apaisée de l'histoire de France. L'idée, c'est de vraiment contribuer à la cohésion, à un projet de cohésion nationale des Français autour de grands événements, de grandes figures qui sont toujours des hommes et qui contribuera à la gloire de la patrie, en lissant les dissensions, en lissant les divergences, en lissant les oppositions de classe, etc. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui remis au goût du jour. Les manuels de la vie sont réédités par des personnalités très marquées à droite, pour le coup. Et donc, c'est quelque chose qui se perpétue à la fois dans les sphères gouvernementales. Le roman national ne fonctionne pas sans appui de l'État, en réalité, et aussi, plus en marge, par divers acteurs de la sphère politique, culturelle, qui s'efforcent de faire, de prolonger ce récit qu'a très bien décrit Pauline, celui d'une France, surtout d'une nation française qui n'évolue pas, c'est-à-dire de valeurs qui restent toujours les mêmes, d'une immuabilité de la société, d'une fixité du passé qui resterait toujours présent à travers les âges. Et voilà, cette unité, ce noyau dur serait toujours finalement la France, globalement. Alors, tu as parlé de France, de la volonté en fait de montrer une France apaisée de toute éternité. Dans le livre, vous utilisez le mot de rassurant. Vous dites que le Puy du Fou essaie d'avoir une vision rassurante de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est problématique d'avoir une vision, de vouloir avoir une vision rassurante de l'histoire? Pour le coup, dans le livre, quand on utilise le mot rassurant, c'est plutôt pour décrire la manière dont ils écrivent l'histoire. C'est-à-dire que c'est une reprise tout le temps de grands poncifs, d'images qui sont très ancrées dans les imaginaires contemporains, notamment depuis d'ailleurs les manuels de la Troisième République. Bref, c'est une histoire qu'on ne met jamais en question. On ne remet jamais en question les présupposés avec lesquels viennent les visiteurs. Et c'est là que c'est très rassurant.
Et puis, il y a tout un certain nombre de jeux d'intermédialité. On va retrouver des grandes voix du cinéma, des musiques qui font très Walt Disney, au contraire, qui font très grands films récents. Bref, comme ça, on a un certain nombre d'images qui font écho à des choses que connaissent et qu'ont en tête les visiteurs en venant. Et jamais on ne met aucune de ces images et aucune de ces représentations en question. C'est ça ce qu'on appelle une histoire rassurante. Et là où ça nous pose problème, c'est que, en fait, pour nous, c'est exactement le contraire de ce que c'est que l'histoire. L'histoire, c'est de la curiosité, une capacité à entendre des choses nouvelles, à découvrir des périodes anciennes qui sont différentes, avec des manières de penser différentes. Enfin, c'est l'accès à l'altérité, en fait. Faire de l'histoire, nous, on passe notre temps à se questionner, s'interroger, découvrir des choses qu'on n'attendait pas toujours. Et c'est ça qui nous pose problème, en fait. C'est presque un problème fondamental de méthode. On vient, là, quand on va au Puy du Fou, on voit des choses qu'on s'attend à voir. L'histoire, ça peut pas être ça. L'histoire, c'est être ouvert à quelque chose de nouveau, à l'altérité. Mais alors, justement, est-ce que lorsque vous y êtes allé et que vous avez étudié les attractions du Puy du Fou, est-ce que vous avez réussi à identifier des sources comme des historiens auraient pu faire? Est-ce que c'est basé sur quelque chose, ce qu'ils racontent, ou est-ce que, comme tu as l'air de le suggérer, Pauline, que c'est juste en fait du fantasme? C'est comme si moi, en n'ayant absolument aucune connaissance, par exemple, du Moyen-Âge, je commençais à vouloir imaginer ce que c'est que le Moyen-Âge sur la base de, je sais pas, j'ai vu Game of Thrones, j'imagine que c'est un peu pareil, j'ai vu le Seigneur des Anneaux, je sais pas quoi, puis j'essaie de mettre un peu tout ça bout à bout. Ou est-ce qu'il y a quand même un semblant de source qui a été utilisé? De mémoire, la seule, dans l'ensemble, non. C'est vraiment pas la vocation du lieu. Le seul spectacle dans lequel il y a, au contraire, une profusion de sources, c'est celui sur Charette, le général vendéen, où là, précisément, au contraire, on a trop de sources. On a trop de sources dont on ne peut faire aucun usage. C'est-à-dire que sont projetés sur un écran des extraits de décrets de la Convention, découpés, rapiécés, qui couvrent absolument tout l'écran, qui restent 5 secondes, dont on ne peut absolument rien faire. C'est une espèce de manière, enfin, d'argument d'autorité, pour le coup, du Puy du Fou, qui fonctionne à l'inverse de ce que font les historiennes et les historiens. C'est-à-dire qu'au contraire, dans le métier, quand on a une source, on la met en avant, on la travaille, on la critique, on la réfléchit, et surtout, il y a un impératif de transparence. On la donne à lire. Là, c'est vraiment un affichage. Regardez, on a des sources pour affirmer la thèse, pour réaffirmer la thèse du génocide vendéen, mais croyez-nous sur parole, globalement, ce qui est vraiment une position anti-historienne, pour le coup. Alors, Et juste pour ajouter à ça, il y a quand même une source qui est présentée. Enfin, disons qu'il y a un spectacle, en fait, un spectacle immersif dans lequel on voit un chevalier qui est en train d'écrire un document, comme si c'était une source. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, on trouve ça important de comprendre comment s'écrit l'histoire et on trouve ça important de mettre en scène quelqu'un qui écrit l'histoire. Il se trouve que ce personnage, c'est un chevalier qui serait de la famille du Puy du Fou, qui aurait combattu aux côtés de Jeanne d'Arc et qui est en train d'écrire l'histoire de l'anneau de Jeanne d'Arc, ce qui est évidemment une invention totale. Donc c'est assez intéressant de voir que la seule source présentée comme une source, c'est-à-dire quelque chose qui écrit l'histoire et qui est écrit par un acteur du passé, est en fait une fausse source qui est au service d'autre chose, qui est de donner une profondeur historique à l'anneau de Jeanne d'Arc, dont les historiens spécialistes de la période sont très sceptiques sur l'origine réelle. Alors, Pauline, tout à l'heure, tu en as un peu parlé, mais il y a un élément qui n'est pas anodin dans le Puy du Fou, c'est là où il est érigé et même tout ce qui est fait autour du territoire de la Vendée. Qu'est-ce qui fait de la Vendée, en fait, un territoire si particulier, ou plutôt, qu'est-ce qui fait de cette région de la France un parfait parangon de ce qu'est l'entreprise de Philippe de Villiers? Alors, dans l'ensemble, les parallèles historiques qui sont tissés sont soit, disons, un peu fantasmés, soit un peu tirés par les cheveux. C'est-à-dire que vous avez des événements qui sont censés s'être produits à proximité immédiate du Puy du Fou. En réalité, c'était à plusieurs centaines de kilomètres. Enfin, bon, bref, le seul véritable ancrage, c'est celui des guerres de Vendée. Pour le coup, on est sur le territoire des guerres de Vendée, mais comme l'ont déjà observé des historiens qui ont travaillé sur le Puy du Fou et sur son discours mémoriel, une des particularités de la commune des Épaisses, c'est qu'il ne s'est rien passé de réellement marquant dans le cadre des guerres de Vendée. En fait, c'est pas un des grands lieux, c'est pas un lieu où vous avez déjà un récit qui s'imposerait.
et donc avec lequel on ne pourrait pas transiger. Vu que ce n'est pas un de ces hauts lieux-là, on peut en faire un peu ce qu'on veut. C'est un lieu un peu malléable, c'est un lieu qu'on peut utiliser, qu'on peut transformer, et donc on peut jouer assez facilement entre ces deux niveaux-là, ce niveau de l'ancrage local avec une espèce de trame lointaine d'enracinement et du fantasme complet de la mise en scène mythifiée de l'histoire. Mais est-ce que ça aurait pu, est-ce qu'un parc comme le Puy du Fou, par exemple, il pourrait exister dans d'autres régions de la France, je sais pas, dans le Pays Basque, en Guyane ou dans les Hauts-de-France. Enfin, c'est possible en fait il y a quelque chose de spécifique en fait à la Vendée. Je vous dis ça parce que moi, j'ai une partie de ma famille qui est vendéenne, notamment ma grand-mère, hein, qui est vraiment républicaine, socialiste, bon teint, etc. Mais elle a quand même un double cœur vendéen autour du cou. Et lorsque je lui dis c'est quoi ce cœur, elle me dit ah bah, c'est un cœur pour la France, un cœur pour le roi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quand même une spécificité aussi à la population vendéenne, un attachement particulier aux racines un peu fantasmées, chrétiennes et royalistes de la France dont vous parliez tout à l'heure. Pour le coup, la réponse, elle est donnée par le Puy du Fou et par la société derrière ça, puisqu'il s'exporte. Il s'est exporté en Espagne, il y a des projets d'exportation en Chine, il y en a eu un en Russie qui a l'air d'être abandonné, il y a eu des spectacles qui ont été créés au Royaume-Uni, il y a un certain nombre d'autres régions de France qui prennent modèle sur le Puy du Fou. Un des points de départ de notre réflexion, au moment où on s'est dit ah oui, ben, on va le faire ce livre, c'est un tract d'une liste pro-Zemmour en Occitanie qui demandait à se faire un Puy du Fou local. Donc ça, c'est la première réponse, c'est que bah oui, du coup ça marche puisqu'on essaie, le Puy du Fou espagnol a l'air de très bien marcher à Tolède, donc il faut croire que ça s'exporte. Et la deuxième chose, il faut voir aussi si c'est pas aussi le Puy du Fou qui crée une forme d'attachement à l'histoire vendéenne. C'est quand même, ça date de 77, ça commence à être un peu vieux. Et on est plusieurs à être allés en Vendée quelques jours avant d'aller au Puy du Fou, pour replacer un peu le Puy du Fou dans son ancrage local. Et on a été impressionnés par le nombre justement de discours historiques qu'on trouvait partout. Donc il y a d'autres restitutions, parfois beaucoup plus sérieuses. On est allé au château de Puy-Fauges, par exemple, voilà, où il y a des restitutions historiques. Mais aussi, on a fait des petites randonnées qui sont des randonnées historiques où vous avez des panneaux explicatifs qui vous font l'histoire de « Ah, dans cet endroit, il y a eu tel événement pendant la guerre de Vendée ». Et ça, c'est des choses qu'on peut retrouver ailleurs en France, mais qui sont vraiment hyper fortes autour du Puy du Fou. Donc il faut croire aussi qu'il a créé une espèce de besoin d'histoire et d'ancrage hyper local, où même les petites mairies d'à côté se mettent à faire leur propre parcours immersif, etc. Donc il faut voir aussi s'il n'a pas été en partie créateur, ou en tout cas s'il n'a pas augmenté un espèce de besoin d'histoire qu'on pourrait retrouver ailleurs. Alors maintenant, j'ai une autre question qui est un peu plus personnelle, mais est-ce que, je sais que vous y êtes allé hein, pour écrire ce livre, enfin vous avez fait une visite du Puy du Fou, tous les quatre historiens. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez, au-delà en fait de la question historique, qui est, comme vous l'avez répété, comme vous l'écrivez dans le livre, qui est très problématique, est-ce que les effets pyrotechniques, le côté grand spectacle hyper impressionnant, est-ce que ça vous a fait vibrer? Et du coup, c'est là que vient la question qui est quand même un peu plus intéressante. Est-ce que finalement, vous ne pensez pas que les spectateurs qui vont au Puy du Fou, ils n'ont pas la possibilité aussi de comprendre ce qu'ils voient, c'est-à-dire avec distance? C'est-à-dire qu'ils voient effectivement qu'il y a une manipulation de l'histoire avec une légèreté qui est problématique, mais qui peuvent quand même s'enthousiasmer pour les attractions spectaculaires sans les prendre au pied de la lettre. Alors, vas-y. Ouais, je veux bien commencer comme ça, parce qu'il se trouve que j'ai grandi une partie de mon enfance en Vendée, donc j'ai fait mon école primaire notamment en Vendée, donc j'étais allée enfant, parce que l'école primaire publique avait comme spectacle de fin d'année, sortie de fin d'année, le Puy du Fou, donc je suis allée plusieurs fois durant mon enfance, et donc j'en avais un excellent souvenir, j'avais été très impressionnée en tant qu'enfant, et du coup j'étais un peu impatiente d'y retourner, et j'ai pas été déçue, c'est effectivement au niveau spectaculaire, on était... T'en as eu pour ton argent. Il y a une manière de captation du public qui est hyper forte, quoi. On a vu des choses, des spectacles d'une qualité qui nous ont pris, qui nous ont même fait oublier parfois. Moi, ça m'est arrivé d'oublier mon esprit critique devant des waouh, quoi.
Donc ça, c'est vrai. Mais justement, c'est le moment où on oublie aussi. Et puis, il y a plein de petits détails. Peut-être qu'il y a des choses que des spectateurs, disons, avertis, ou en tout cas qui s'intéressent un peu à l'histoire, voient la grossièreté. Quand on a des Gaulois hirsutes au IIIe siècle après Jésus-Christ qui sont chrétiens, il y a un moment où n'importe qui connaît un peu l'Antiquité doit se dire « Ah ouais, mais les Gaulois hirsutes à cette époque-là, ça marche pas, et puis là, le christianisme, ça vient de Rome. » Ok. Et puis, mais il y a aussi tous les autres petits trucs tout le temps. En fait, comme c'est un discours hyper récurrent, je vois difficilement comment est-ce qu'on peut en sortir sans avoir été quelque part pénétré par quelque chose. Et je pense que moi, sur des périodes historiques que je maîtrise moins, j'ai eu des doutes. Voire, il y a des moments où j'ai sûrement pas vu le truc qui nous ont sorti, qu'il va s'être ancré dans ma tête et où je me serais pas rendu compte que c'est une énormité. Quoi qu'on en a beaucoup discuté tous les quatre, et justement, il y a des moments où le spécialiste de la période sortait en disant non mais ça c'est vraiment n'importe quoi et c'est grave. Donc j'ai un peu du mal à penser que même les gens qui voient les choses les plus énormes ne sont pas imprégnés d'une partie du discours. Et toi, Guillaume? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a certains moments où d'aucuns ont failli faire des attaques, à des moments où les autres étaient peut-être pas aussi frappés. C'est-à-dire que, effectivement, moi, sur l'histoire médiévale, je suis pas forcément sensible aux mêmes choses que mon collègue spécialiste complètement à la question. Donc, c'était très utile d'être tous les quatre, c'est-à-dire d'avoir justement une répartition par période qui permettait d'avoir ces différents regards. Alors, sur le côté spectaculaire, ça, on est complètement d'accord. Ça, moi, n'y étant jamais allé, je m'attendais un peu à trois épées en bois et du carton-pâte. Enfin, je rajoute, mais on était très très loin de ça. C'est-à-dire qu'on est très loin des premiers spectacles à la fin des années 70, devant un étang avec quelques personnes qui se tapent dessus. Là, c'était vraiment très très spectaculaire, très impressionnant, avec parfois une narration un peu inégale, mais vraiment c'était très prenant. En revanche, au niveau des spectateurs, on l'a un peu noté, on s'est un peu pris au jeu de regarder des avis sur des commentaires sur TripAdvisor ou autres, et on s'est rendu compte que, bien évidemment, les gens n'étaient pas dupes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des critiques très explicites de la portée idéologique du spectacle, donc qui n'est pas du tout une propriété exclusive des spécialistes. Beaucoup de gens s'en rendent compte assez nettement. Alors, la dernière partie du livre est consacrée à l'invention sur papier uniquement d'un autre Puy du Fou, d'un Puy du Fou en fait qui serait en quelque sorte validé par les historiens. Vous vous prêtez au jeu, hein, chacun vous racontez un ou deux spectacles qui pourraient être envisagés et scientifiquement, du coup, et historiquement plus juste que ce qui est présenté au Puy du Fou, sans aller en fait dans ce que vous proposez, qui est très drôle et très intéressant par ailleurs. Est-ce que ce que vous appelez aussi de vos voeux, c'est pas que finalement ce type de parc à thème ait une validation universitaire? Parce que c'est ça en fait qui manque, c'est-à-dire que a priori, il y a aucun universitaire digne de ce nom qui a participé à l'élaboration de ce parc. Du coup, est-ce que c'est ça que vous demandez? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ce que vous dites pas, il faut fermer ce parc. Jamais, à aucun moment dans le bouquin, vous le dites. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous, votre proposition, c'est il faudrait en faire d'autres, pour proposer un contre-récit, un récit plus juste scientifiquement. Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Pas de fermeture et un contre-récit? Pauline? Je pense que dire que le divertissement doit être sous la coupe des universitaires ou des chercheurs, ce serait une aberration. On voit bien que par exemple dans les films historiques, il y a parfois des chercheurs, des universitaires qui sont amenés à donner leur avis est suivi ou pas, et parfois ça fait des choses grandioses comme Gladiator, qui est un film qui me plaît énormément, alors que je suis capable d'y reconnaître un nombre de bourdes énormissimes à la minute. Voilà. Donc la question, c'est pas de faire obligatoirement une histoire qui serait universitaire, pointilleuse, etc. La question, c'est plutôt de... Nous, ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est de dire aux gens qu'ils allaient voir quelque chose qui était un discours politique. Et là, c'est différent. Le problème, c'est pas le divertissement, le problème, c'est le discours politique derrière. Alors oui, on s'est amusé à nous faire des spectacles pour montrer qu'on peut faire des spectacles sérieux. Avec chacun, on avait notre point pour montrer. Moi, j'ai voulu reprendre le gros poncif sur les chrétiens en disant, bah voilà, on peut faire un spectacle sur les chrétiens. On verra bien qu'on a des chrétiens martyrisés, ça claque un peu, et puis pourtant, ça peut être scientifique. Mais disons que là, c'était un peu un jeu de notre part pour dire, regardez, on n'est pas juste là pour critiquer.
Mais de là à... Enfin, on n'est pas non plus des censeurs, enfin, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de dire, attention, quand on a un discours politique aussi puissant et aussi cohérent, il faut que les gens le sachent avant d'y aller. Et on leur dit pas de ne pas y aller d'ailleurs, on dit d'y aller avec cet esprit critique. Guillaume? Oui, on n'appelle absolument pas à la suppression du parc, loin de là. Non, j'approuve chaque mot de ce que vient de dire Pauline. Effectivement, on n'est pas, euh, ce serait assez gênant d'instituer une commission officielle des historiens qui contrôlerait le discours dans le divertissement ou ailleurs, hein. En revanche, s'il y a quelque chose qui peut servir au-delà des savoirs positifs, on va dire, qu'on produit, c'est, je pense, cette disposition d'esprit historienne. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que ce serait plus intéressant, même plus prenant encore, de montrer ce que décrivait Pauline, c'est-à-dire cette altérité, de montrer cette étrangeté, de mettre en scène l'étrangeté, la différence des temps, pas seulement dans la culture matérielle, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que les gens n'avaient pas je sais pas, de téléphone portable, mais qu'ils avaient des épées. Bon, d'accord, ça on s'en doute, mais c'était au fil des époques, les gens ont pensé différemment, ont vécu différemment. Et donc, cette idée, finalement, de valeur comme ça qui se transmettrait au fil du temps, c'est quelque chose qui est profondément anti-historique et qui se fait même au détriment, je pense, d'un récit, de la dimension divertissante du récit. On pourrait montrer des choses vraiment intéressantes, je pense, y compris en respectant un peu plus cette diversité des temps. Alors, à la fin du livre, vous remerciez les personnels du parc pour leur patience, notamment. Mais du coup, est-ce que vous avez échangé avec le personnel du parc, mais aussi peut-être avec la direction? Est-ce que vous avez essayé d'entamer un échange finalement avec les gens qui pensent ce parc? Est-ce qu'ils vous ont fait des retours, par exemple, après la sortie de votre livre ou pas du tout? C'est vraiment, vous, c'est pas votre. Enfin, vous vous adressez pas à eux et vous attendiez rien d'eux et ils n'ont rien dit finalement. Ah. Ouais, il faut faire bien la différence entre le personnel à qui on a eu affaire immédiatement, à qui on posait des questions en général plutôt d'ordre technique. En fait, on leur demandait comment se passaient les spectacles. On avait un tout petit peu de coulisses, très peu en fait, des choses qui peuvent répondre à n'importe quel spectateur. Et puis bon, on avait un peu tendance à traîner à la fin des spectacles pour noter les derniers trucs, regarder. Donc de fait, on a été très impressionnés par leur professionnalisme. Voilà. Mais ça, c'est ceux qui sont les acteurs au jour le jour, quoi. Par contre, on n'a pris à aucun moment on a contacté le Puy du Fou, sous aucune forme. On n'y a pas vu d'intérêt. En fait, leur point de vue à eux, il est déjà sorti dans des livres. Philippe de Villiers a fait une autobiographie autour du Puy du Fou, dans des articles, etc. Donc, leur point de vue à eux, en fait, on le connaît comme n'importe qui peut aller sur Internet et dire ça. Donc, c'était pas ça qui nous intéressait. Et à Et ce que je sache, on n'a pas eu de réponse. Non, vous n'avez pas eu de réponse, non. Non. Non, non, non. Alors, j'ai une dernière question pour vous deux, qui est liée à la Oui. campagne présidentielle, hein, parce que en fait, tout ce que vous racontez, ça s'articule en fait, bon an mal an, avec le discours de plusieurs candidats à la présidence de la République, notamment avec celui d'Éric Zemmour, hein. Ça résonne très fort, je trouve, tout ce que vous racontez dans le livre avec ce que raconte Éric Zemmour. La place de l'histoire, la façon dont elle est traitée, ou plutôt maltraitée par différents candidats à la présidentielle de la République, comment est-ce que vous jugez ça? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une compréhension, au-delà de votre espace de scientifique et d'universitaire, de ce qu'est au fond l'histoire? Pour le coup, si je peux là-dessus, je dirais que c'est pas du tout c'est pas une propriété, c'est certainement pas une propriété du 21e siècle, hein. C'est-à-dire que les États, les puissants, les partis ont toujours eu recours à l'histoire, qui a une force mobilisatrice, une portée politique qu'on connaît. Donc le fait d'utiliser l'histoire à des fins politiques, c'est pas une propriété exclusive non plus d'Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon aime beaucoup citer Saint-Just. Nicolas Sarkozy parlait de nos ancêtres gaulois. En réalité, tous les candidats, toutes les candidates parlent de l'histoire de France, retravaillent cette histoire de France. C'est assez difficile ensuite de proposer une vision de la France sans l'indexer sur une vision de l'histoire de France. Là où on fait une différence peut-être avec Éric Zemmour en l'occurrence, c'est qu'il fait du discours sur l'histoire une clé de son personnage politique et médiatique. C'est-à-dire qu'il a une tendance à se présenter comme un intellectuel, comme un fin connaisseur de l'histoire. Et de fait, beaucoup de gens sont convaincus qu'il effectivement
possession d'une culture historique sérieuse. Ce qui est évidemment pas le cas, comme plusieurs ouvrages, une série d'ouvrages l'ont démontré assez récemment. Pauline, Et le après, mot de la fin, vas-y. ouais, c'est juste que on n'a pas fait non plus un ouvrage anti-zémourien, d'abord parce que le Puy du Fou, c'est pas l'histoire de Zemmour, c'est loin de ça. Il y a plein de choses à en dire, mais on peut pas dire que c'est un manifeste zémourien. Et de fait, quand on a écrit le livre, Éric Zemmour n'était pas encore candidat et on ne savait pas que Philippe de Villiers serait un de ses soutiens. Donc, disons qu'on veut bien apporter une petite pierre à la réflexion sur l'utilisation de la France, l'utilisation politique de l'histoire en général et de l'histoire de France en particulier. Mais pour le coup, c'est pas un manifeste anti-zémourien, c'est une sorte de manuel critique pour ceux qui sont allés au Puy du Fou, pour ceux qui voudraient y aller ou pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et qui voudraient le découvrir. C'est une sorte de manuel critique pour comprendre ce qu'on y trouve et la manière dont le discours politique est amené petit à petit aux spectateurs. C'est clair qu'on aurait fait le même livre indépendamment de la campagne présidentielle. Enfin, on aurait fait le même livre 2 ans plus tôt. Mais je me permets de terminer. Donc, je vous remercie tous les deux pour cet entretien. Je rappelle votre livre, Le Puy du Fou, pardon, aux éditions Les Arènes. Alors moi, je ne sais pas si je vous enjoins à aller voir à aller visiter le Puy du Fou, parce que je rappelle quand même que lorsque vous prenez un ticket, l'argent, il va quand même du côté de chez les De Villiers, qui aujourd'hui est un soutien actif d'Éric Zemmour. Et donc, je ne sais pas les liens exacts financiers qu'il existe entre Philippe de Villiers et la campagne d'Éric Zemmour, mais je pense que c'est quand même un peu très, 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 très proche et très, très connecté. Le discours officiel, ce qui a l'air d'être le cas, c'est que l'ensemble de ce qui est de l'ensemble des recettes du Puy du Fou retourne dans le Puy du Fou. Donc, si on reprend le discours officiel pour se protéger de n'importe quel recours en justice, on peut le dire. Très bien, bah c'est important de le rappeler plutôt que d'utiliser mon conditionnel. Mais bon, c'est quand même, là, vous le dites au début qu'ils veulent faire un train pour traverser la France et en gros faire des Puy du Fou mobiles. Voilà, je suis pas sûr en fait qu'il faille donner de l'argent pour ce type d'entreprise. Mais en tout cas, merci énormément à tous les deux. Merci à toi.